Il y a un sentiment qu'on a tous connu au moins une fois dans notre vie. Vous savez, cette petite voix au boulot qui vous souffle que vous n'êtes pas vraiment à votre place, que vous bluffez, qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va s'en rendre compte et découvrir que vous n'êtes pas si compétent que ça. Ça a un nom, le syndrome de l'imposteur. Et si vous le ressentez, j'ai une histoire pour vous. L'histoire d'un homme qui a vécu exactement l'inverse. Cet homme a dirigé un service hospitalier, a encadré de vrais médecins. Il a rédigé des expertises psychiatriques pour des tribunaux. On a même songé à le nommer professeur, le titre ultime. Il y avait juste un petit problème, il avait aucun diplôme de médecine, aucune formation, rien. En vérité, dans une vie antérieure, il distribuait le courrier. C'était un facteur. Et lui, contrairement à vous, n'a jamais douté. Pas une seule seconde. C'est même précisément pour ça qu'il est monté aussi haut. Et que pendant des années, personne ne l'a arrêté. Voici l'histoire de Gerd Postel. Gerd Postel naît en 1958 à Brême, en Allemagne, dans un milieu plutôt modeste. Scolarité plutôt courte, il obtiendra juste un certificat d'études, qui est l'équivalent d'un brevet, et ce sera tout. Pas de longues études, pas de diplôme, simplement une formation de facteur. Donc il commencera sa vie professionnelle de cette manière, en faisant le tri de son courrier au petit matin, en prenant sa sacoche et en faisant sa tournée. Qu'il fasse beau, qu'il vente ou qu'il neige. Une vie plutôt classique, du moins jusqu'en 1979, année où il vivra un événement qui changera le cours de sa vie. Cette année-là, sa mère se donnera la mort. Mais pour lui, ce n'est pas la dépression ou la maladie qui l'a tué, mais plutôt un traitement antidépresseur qui a été mal suivi, prescrit par un psychiatre qui n'a pas fait son travail. En plus de ça, par le passé, lorsqu'il était adolescent, il traverse une période sombre, avec des idées noires, au point d'être lui-même placé pendant un temps en hôpital psychiatrique. Une expérience qu'il vivra comme une humiliation et qui nourrira sa rancœur. À partir de là, dans sa tête, le coupable a un nom, c'est la psychiatrie. Pas la maladie, pas la dépression, c'est la psychiatrie en elle-même. Toute une discipline avec ses médecins, ses diplômes, ses grandes formulations, et il la déteste, d'une haine froide qui ne s'effacera jamais. Maintenant, un homme blessé comme ça, d'habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des lettres de plainte, il essaye de porter l'affaire en justice, et il ferait face à une institution tout entière et finirait par s'épuiser contre une armée d'experts. Mais Gerd Postel, lui, a une autre idée, beaucoup plus radicale et beaucoup plus fourbe. Il compte pas attaquer la psychiatrie de l'extérieur, non, il va y entrer, devenir l'un d'eux, s'infiltrer et prouver de l'intérieur que tout ce petit monde de savants en blouse blanche peut être berné par un type qui, la veille encore, distribuait le courrier. Sauf qu'entre l'idée et le passage à l'acte, il y a un gouffre. Comment un facteur qui n'a jamais mis un pied dans une fac de médecine peut espérer tenir ne serait-ce que 5 minutes face à de vrais médecins? Alors, il se prépare. Il ne fonce pas tête baissée, il l'étudie. Mais il étudie pas la médecine, il étudie plutôt le décor de la médecine. Donc il commence à s'asseoir discrètement au fond des amphis de l'université de Brême. Il assiste à des cours de psychologie, des cours de sociologie, il écoute attentivement, il dévore des manuels entiers. Mais son but, c'est pas de chercher à soigner qui que ce soit. Il cherche une seule chose, maîtriser la langue de la psychiatrie. Le vocabulaire, le jargon, les tournures de phrases. L'art d'exprimer des idées simples avec des mots savants et complexes. D'ailleurs, à force d'écouter, de lire, de copier, il en tire la conviction qui deviendra le moteur de toute sa vie. Celui qui maîtrise le jargon de la psychiatrie peut dire n'importe quelle absurdité et la faire passer pour un avis académique. Selon lui, la psychiatrie ne se vérifie pas avec des faits mesurables et vérifiables. Elle s'évalue sur le style, le charisme, l'aplomb. Il a donc pas besoin de connaître en profondeur la psychiatrie, il a juste besoin d'avoir l'air de connaître. Donc pour résumer, son projet est le suivant: enfiler la blouse et prouver que le costume suffit, que le titre suffit, et que la psychiatrie n'est pas une vraie discipline. Il ne lui reste plus qu'à passer à l'acte, et pour ça, il lui faut un premier rôle à jouer. Avant de viser haut, Postel doit se faire les griffes. Son but, décrocher son premier poste en tant que médecin. Donc il passe à l'action et se fabrique un faux dossier de toutes pièces. Un diplôme, des relevés de notes et surtout une fausse approbation, qui est le document officiel en Allemagne qui autorise l'exercice de la médecine. C'est l'équivalent, en gros, de l'inscription à l'ordre des médecins en France. Pas loin d'ici, près d'Oldenbourg, un hôpital spécialisé en psychothérapie recherche un médecin. Donc avec son faux dossier en main, Postel envoie sa candidature et il se fait convoquer. Le jour de l'entretien, il se présente comme un jeune docteur, fraîchement diplômé, qui sort tout juste de l'université et qui cherche son premier poste. En apparence, il a la tenue, le vocabulaire, l'assurance de quelqu'un qui a passé 10 ans dans les amphis de médecine. On jette un œil à ses papiers, le diplôme, l'approbation, tout est là, tout a l'air en ordre. On lui pose quelques questions, il répond juste, et donc,
on l'embauche. Son tout premier poste de médecin, sans que personne, à aucun moment, ne décroche le téléphone pour appeler l'université et vérifier si ce docteur existe. Donc notre ami Postel exerce maintenant pour de vrai. C'est-à-dire qu'il prescrit des médicaments, il fait hospitaliser des gens, de vrais actes médicaux sur de vrais patients, mais décidés par un facteur. Et personne ne se rend compte de rien. Donc à partir de ce moment-là, il en est sûr et certain. Sa théorie fonctionne. Reste à savoir jusqu'où. Alors il va passer à la vitesse supérieure. Et cette fois-ci, il compte bien se construire un personnage complet. Il devient le docteur Clemens Bartholdy. Et le docteur Bartholdy, c'est pas un simple docteur, c'est un double docteur, en médecine et en philosophie. C'est le genre de détail qui, sur une carte de visite, impose le respect. Et pour coller au personnage, il crée une backstory complète. Lui, le vrai Postel, est le fils d'un mécanicien et d'une couturière. Mais Bartholdy, lui, il sera fils de haut fonctionnaire de la santé, une lignée de médecins. Quant à ses diplômes, ses relevés de notes et ses attestations de parcours, il les fabrique un par un, minutieusement. Un vrai artisan du faux. Une fois le personnage prêt, il choisit sa cible. En septembre 1982, il postule à Flensburg, tout au nord, pour un poste d'adjoint au médecin de la ville. Et ce poste-là, c'est pas un poste de psychiatrie qui reçoit des patients en consultation, c'est le médecin de l'administration. C'est-à-dire qu'il rend des avis officiels, des certificats, des expertises au nom de la ville. Et surtout, il tranche sur les internements psychiatriques. Donc il décide qui on enferme à l'hôpital et qui on laisse libre. Il a 24 ans, 0 année de médecine et il candidate pour ce poste. Maintenant, regardez comment il s'y prend, parce que c'est là où il fait preuve de génie. Il se contente pas d'envoyer un dossier et d'attendre bien sagement. Ça, ce serait le terrain où on pourrait le coincer, où quelqu'un pourrait éplucher ses papiers, vérifier et se rendre compte de la supercherie. Non, lui, il mise sur l'humain. Il va prendre contact avec le chef de service, un certain Wolfgang Wodarg, et il compte bien le travailler au corps. C'est-à-dire qu'il va aller de lui-même à sa rencontre, sans avoir été convoqué, et il lui parle, il l'écoute, il lui montre qu'il a parfaitement compris les enjeux du poste. Il se rend agréable, brillant, rassurant. Et en juste quelques échanges, il devient exactement le genre d'homme qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Résultat, alors que son dossier est encore incomplet, on l'embauche quand même. Le voilà donc adjoint au médecin de la ville de Flensburg. Un faux médecin à un vrai poste de pouvoir. D'ailleurs, un fait notable, c'est que pendant la période où il sera en poste, les internements psychiatriques forcés vont s'effondrer, puisqu'ils vont passer de plus de 95% des demandes acceptées à peine 10%. Donc notre imposteur, le facteur sans diplôme, enferme beaucoup moins de gens que les vrais médecins avant lui. Pendant des mois, tout se passe bien. Bartholdy fait le travail, personne ne se doute de rien, jusqu'au jour où un petit détail que Postel n'a pas vu venir va tout changer. Même si tout semblait se passer pour le mieux pour notre facteur, le fait de jouer au médecin sans l'être vraiment, ça finit par avoir un prix. Postel a aucune formation, et ça se voit très légèrement. Des petites maladresses, quelques erreurs. Rien de spectaculaire, rien qui créerait à l'imposture, mais juste assez pour qu'on le trouve un peu décevant. Alors on lui retire peu à peu des responsabilités, on réduit son périmètre, au point qu'un jour, la ville envisage même de le déplacer vers un poste plus effacé, un simple poste de conseil. Sauf que Postel n'a aucune envie d'être mis au placard. Alors, il refuse la mutation, et il claque la porte. Il quitte son poste de lui-même. Pour tout le monde, Bartholdy n'est qu'un médecin plutôt moyen qui a préféré démissionner. Son secret est encore intact. Mais c'est là que le destin va s'en mêler, d'une manière presque comique. Un jour d'avril 1983, Gert Postel perd son portefeuille. Bêtement, comme ça pourrait arriver à tout le monde. Sauf que dans son portefeuille, il y a un problème de taille. Des papiers d'identité à 2 noms différents. D'un côté, Gert Postel, son vrai nom, et de l'autre, Clemens Bartholdy, son personnage. Le portefeuille est retrouvé par quelqu'un, et là, forcément, ça coince. 2 identités, un seul visage, il en faut pas plus pour que la personne comprenne et prévienne les autorités. Oui, ce qui l'a démasqué, c'est un portefeuille oublié, une poche mal fermée. Et cette fois, la justice s'en mêle. En 1984, il passe devant le tribunal pour faux et usage de faux, usurpation de titres universitaires et fabrication de faux certificats médicaux. Le verdict, une peine avec sursis, pas un seul jour de prison, et il ressortira libre du tribunal. N'importe qui à ce stade aurait compris le message et arrêté les frais. Mais Postel, lui, il en tire la conclusion inverse. Il vient de se faire prendre et il lui est presque rien arrivé. Donc il se dit que le risque est faible au final, donc il compte pas s'arrêter. Et la prochaine fois, il va viser beaucoup plus haut. Suite à sa condamnation avec sursis, Postel en a tiré une seule leçon. Il peut continuer sans risque. Alors il continue. Et dans les années qui suivent, il enchaîne les blues comme on change de chemise. Médecin généraliste à Oldenburg, médecin dirigeant dans un centre de rééducation à Brême, médecin chargé d'évaluer les dossiers de pension d'invalidité à Berlin. Il s'est même passé un temps pour dermatologue dans un institut capillaire. Même s'il a fait la une des journaux pour son imposture, il s'agit ici de petits postes sans visibilité dans des petites structures. C'est la raison pour laquelle on ne le reconnaît pas. Et toujours le même scénario, des faux papiers, de la confiance en soi, et au bout,
une embauche. On arrive en 1995 pour ce qui sera son chef-d'œuvre. Et là, le contexte est très important. L'Allemagne vient de se réunifier. À l'Est, dans l'ex-RDA, c'est le chaos administratif. On recrute en masse. Et surtout, pendant 40 ans, le rideau de fer a coupé l'Est de l'Ouest. Là-bas, personne ne connaît notre petit facteur qui a fait la une des journaux à l'Ouest. Postel repère une annonce dans une grande revue médicale allemande. Un grand hôpital psychiatrique cherche un médecin-chef adjoint à Tchadras, en Saxe. Et cette fois, il a tellement confiance qu'il n'invente même plus de faux nom. Il postule sous son vrai nom, Gerd Postel. Ce poste-là est très prestigieux et plutôt convoité. Ils sont 39 médecins à candidater. 39 vrais médecins, des psychiatres, des neurologues, tous diplômés jusqu'aux dents. Et parmi eux, un facteur. L'histoire devrait s'arrêter là. Sauf que Postel passe le premier tour de recrutement. Il fait partie des 8 finalistes. Et pour les départager, on demande à chacun de présenter une conférence devant la commission de recrutement du ministère. Mais notre ami Postel ne se décourage pas. Et comme sujet, il choisira le mensonge pathologique, la pseudologia fantastica. C'est cette tendance compulsive à mentir pour se grandir soi-même. Et pour l'illustrer, il prend comme exemple Félix Krull, un personnage de roman qui utilise son charme pour duper son entourage et s'élever dans la société. On a donc un imposteur qui fait une conférence sur les imposteurs devant le jury qu'il est lui-même en train de duper. Une belle ironie. Pendant l'entretien, on l'interroge sur sa thèse de doctorat et il sort un titre qu'il admettra lui-même avoir inventé de toutes pièces, les distorsions cognitivement induites dans la formation stéréotypée du jugement. Une suite de mots complètement vides. Et la réaction du président du jury face à ça? Je cite, « C'est très intéressant, vous vous sentirez sûrement très bien chez nous. 39 spécialistes, des véritables sommités, et le poste est attribué au facteur. » Le 1er novembre 1995, Gerd Postel prend ses fonctions en tant que médecin-chef adjoint. Et cette fois, attention, c'est plus un poste d'administration comme à Flensburg, c'est un vrai service de psychiatrie, avec de vrais patients, de vrais médecins sous ses ordres, et une unité qui accueille des malades qui sont placés là par la justice. À Tchadras, Postel occupe pleinement son poste. Il reçoit des patients psychiatriques, il pose des diagnostics, il leur prescrit des médicaments, de vrais traitements. Et ça s'arrête pas au mur de l'hôpital. Très vite, on fait appel à lui comme expert psychiatre auprès des tribunaux. Donc quand un juge doit trancher sur le sort d'un accusé, s'il est responsable de ses actes, s'il est dangereux, s'il faut l'enfermer, le soigner, il demande l'avis d'un expert. Et cet expert, c'est Gerd Postel. Et dans ce rôle, on lui reconnaît une vraie qualité. Des années plus tard, un magistrat qui deviendra l'un des plus grands juges du pays et président de chambre à la Cour fédérale de justice dira à propos d'une affaire où Postel était intervenu comme expert, je cite, « Dans ce dossier, l'expertise de Postel était la meilleure. Meilleure que celle des 2 vrais psychiatres qui étaient également impliqués. Il sera tellement reconnu qu'il va même faire passer des examens de spécialité en psychiatrie. Notre faux médecin fera passer les épreuves à de vrais médecins qui veulent devenir psychiatres. Et il en recalera certains. » Quand on lui demande comment il a pu tenir, jour après jour, au milieu de vrais spécialistes, il l'expliquera lui-même. Il inventait. Tout simplement. Il inventait des termes, des diagnostics qui n'existaient pas, des concepts sortis de nulle part, et personne n'osait jamais avouer ne rien comprendre. Parce que devant un supérieur qui déballe un jargon savant avec charisme et autorité, personne n'a envie d'être celui qui lève la main pour demander ce que ça veut dire. D'ailleurs, il résumera sa philosophie d'une formule qui est restée célèbre, une chèvre dressée peut, elle aussi, devenir psychiatre. Il devient tellement populaire et respecté dans le milieu que les autorités lui préparent la consécration suprême, le nommer professeur et lui confier la direction d'une clinique psychiatrique entière. L'ancien facteur a 2 doigts de devenir professeur, docteur Postel, directeur de clinique. À l'été 1997, Gerd Postel est intouchable. Il supervise 28 médecins. Et pour donner une idée de la confiance qu'il inspire, il suffit d'écouter son propre chef, Horst Kromker. Cet homme m'a convaincu immédiatement. Sa prestance, ses références. Je me disais qu'on ne pourrait pas trouver meilleur médecin. Donc, de l'intérieur, la forteresse est imprenable. Et ce qui va le faire tomber ne viendra donc pas de là. Ni d'un audit, ni d'une erreur médicale, ni d'un patient qui se plaint. Non, sa chute va venir d'un simple dîner de famille. À l'hôpital, parmi les médecins, il y a une jeune femme, une collègue de Postel. Et un jour, cette jeune médecin reçoit chez elle ses parents, qui sont venus lui rendre visite. Or, ses parents, eux, viennent de Flensburg. Vous vous souvenez, cette ville tout au nord où, 15 ans plus tôt, un faux médecin avait fait la une des journaux, avant de finir au tribunal. Donc, le soir, la petite famille discute, et la conversation tourne comme toujours autour du travail. La jeune femme parle de son hôpital, de son quotidien, de ses supérieurs, et elle cite le nom de son médecin-chef adjoint, le docteur Postel. En entendant ce nom, ses parents se
fige. Ce nom-là, il leur dit quelque chose. Postel, le scandale de Flensbourg. Parce qu'à l'époque, quand l'affaire avait éclaté là-bas, le vrai nom de l'imposteur était sorti dans tous les journaux. Et ce nom, c'était Postel. Voilà où ils ont entendu ce nom. Donc les parents en parlent à leur fille, qui elle-même en parle à l'hôpital, et là, quelqu'un vérifie. Et l'impensable se produit. Le brillant médecin-chef adjoint, le futur professeur, n'est autre que l'ancien facteur de Brême. Pour la deuxième fois, c'est pas son incompétence qui le trahit, c'est le hasard qui l'a rattrapé. Le lendemain, la direction de l'hôpital va s'empresser de rassurer les familles. Elle promet qu'aucun patient n'a été mis en danger. Quant à notre ami Postel, il va pas perdre une seule seconde de plus. Le 10 juillet 1997, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il disparaît. Et pendant des mois, il va tenir sans se faire attraper, aidé par des gens que personne n'aurait imaginé être dans son camp. La nuit qui suit la découverte de son imposture, la police débarque chez lui pour l'arrêter. Il est 2h30 du matin. Mais quand les policiers entrent dans l'appartement, il est vide. Postel s'est déjà envolé, comme s'il avait été prévenu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une procureure de Leipzig, une magistrate qui est censée être du côté de la loi, avec qui il entretenait une liaison, est soupçonnée de l'avoir averti qu'un mandat d'arrêt était lancé et que la police allait venir. Une enquête sera d'ailleurs ouverte contre elle. Et là commence une cavale qui va durer 10 mois. 10 mois pendant lesquels il y a un mandat d'arrêt international à son nom et des enquêteurs spécialisés dans la traque de fugitifs sont à sa recherche. Et pendant 10 mois, l'ancien facteur les balade. Il loue un appartement à Berlin, il bouge, il se planque, il glisse entre les doigts de la police encore et encore. Mais alors, comment est-ce qu'il tient aussi longtemps? Comme toujours, par la séduction. Tout au long de sa fuite, des femmes vont l'aider, le cacher, le couvrir. Et encore une fois, des femmes de justice, dont la principale qui est une juge de Stuttgart, une autre de ses conquêtes, chez qui il va se réfugier une bonne partie de l'année. Et de cette manière, pendant des mois, il va leur filer entre les doigts, jusqu'au jour où les enquêteurs vont finir par se retrouver devant sa porte. Plusieurs mois ont passé, la traque continue toujours, et un jour, les enquêteurs finissent par le localiser, un appartement à Berlin, et ils s'y rendent pour l'arrêter. Sauf que cette fois, Postel est bien chez lui. Alors imaginez la scène en temps réel. Quand Postel comprend que les enquêteurs vont arriver d'une minute à l'autre, pendant que n'importe qui paniquerait et chercherait à s'enfuir par la fenêtre, lui reste parfaitement calme. Il attrape un stylo, un bout de papier, et tranquillement, il écrit un petit mot, adressé à un certain Peter. Cher Peter, je suis parti à Brême aujourd'hui. Amitié, Gert. Puis il le colle bien en évidence sur sa porte, à l'extérieur. Ensuite, il referme la porte et il recule d'un pas. Et il attend, immobile, juste derrière la porte. Quelques minutes plus tard, les enquêteurs arrivent devant l'appartement, ils repèrent le mot, ils le lisent, je suis parti à Brême. Pour eux, c'est très clair, le fugitif n'est pas là. Ils prennent même pas la peine de sonner et encore moins d'enfoncer la porte. Ils font demi-tour et ils repartent. Sans savoir que de l'autre côté, à juste quelques centimètres, Gert Postel les observe par le Judas. Suite à cette action, là, n'importe quel fugitif se sentirait extrêmement chanceux et disparaîtrait au plus vite. Mais Postel, c'est pas n'importe qui. Il le raconte d'ailleurs lui-même. Au lieu de remercier Dieu pour cet heureux sauvetage et de passer mon chemin, j'ai appelé mon procureur à Leipzig depuis une cabine téléphonique voisine pour me plaindre que ses agents soient venus s'affairer à ma porte à une heure aussi matinale. Il a pas seulement échappé à la police, il a rappelé le procureur pour lui reprocher de l'avoir dérangé aussi tôt le matin. Comme toujours, il se contente pas de fuir la justice, il joue avec elle. Et c'est exactement là que se trouve sa faille. Ce besoin de narguer, de jouer, d'être toujours le plus malin de la pièce. Il peut pas s'en empêcher. Un exemple, en pleine cavale, il va se rendre à la bibliothèque de l'académie de police sous une fausse identité de procureur. Pour quelle raison? Simplement pour étudier sur place les méthodes des enquêteurs qui le traquent. Donc il se rend volontairement au même endroit que les enquêteurs qui le poursuivent pour comprendre leur manière de fonctionner. Un autre exemple, il contacte un grand quotidien national, le Phase, et il donne des détails très précis sur sa propre affaire. Des détails tellement précis que lorsque la police va lire l'article, elle comprendra une chose, la seule personne au monde qui pouvait savoir tout ça, c'est le fugitif lui-même. Mais une cavale dure jamais éternellement. Et malgré tous ces tours, les enquêteurs finissent par verrouiller sa trace du côté de Stuttgart, au printemps 1998. Et le 12 mai de la même année, après 10 mois de fuite, ils lui mettent enfin la main dessus. Le 20 janvier 1999, Gert Postel comparaît devant le tribunal de Leipzig. Et son procès, c'est pas une petite audience discrète dans une salle vide, c'est un véritable événement. Toute la presse est là, tous les grands noms sont là. Et les charges sont lourdes. Escroquerie en série, faux et usage de faux, usurpation de titres universitaires. Le verdict, 4 ans de prison. Mais il en purgera qu'une partie, et il ressortira en liberté conditionnelle. Une fois dehors, il publiera un livre sur son incroyable double vie qui deviendra un vrai succès. Lui-même deviendra une célébrité, il sera invité sur les plateaux, enchaînera les interviews et deviendra un modèle d'admiration pour les adversaires de la psychiatrie.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire au fond? Elle nous dit que le jour où on a le bon titre, le bon costume et les bons mots, plus personne ne vérifie rien. Une fois admis dans le cercle des experts, on vous demande plus jamais le comment ou le pourquoi. Et ça parle pas que de psychiatrie, ça parle de tous les milieux où le diplôme, le jargon et l'assurance suffisent comme preuve. Ce collègue, ce chef, ce soi-disant expert que personne n'ose contredire parce qu'il parle bien et affiche les bons titres. Postel, c'est exactement ce qu'il a incarné. Au début, je vous disais que si vous vous sentez parfois illégitime à votre poste, cette histoire était pour vous. Voilà pourquoi. Parce que ce qui permet de décrocher les grands rôles et les positions les plus hautes, c'est pas toujours le savoir, ni le diplôme, c'est la confiance en soi, l'aplomb. Ceux qui doutent, ils hésitent, osent pas se lancer, se répètent qu'ils sont pas à la hauteur, pendant que d'autres, qui sont moins qualifiés et sûrs d'eux, avancent et ramassent tous les titres. Gerd Postel, lui, a jamais douté une seule seconde, et c'est précisément pour ça qu'il est monté aussi haut. Et jusqu'au bout, il a retourné la question contre ceux qui l'accusaient. Qui est le véritable imposteur? Moi ou eux?